Alors aujourd'hui, vraiment, je me réjouis de ce partage avec vous et moi, je vous propose un peu de rentrer dans le vif du sujet. Et puis, Valérie, peut-être, est-ce que tu peux nous mettre le PDF? On va commencer un petit peu pour savoir un peu, replacer un peu l'église au milieu du village et puis rappeler qui on est, avec qui on est et pourquoi on est là. Donc, on a aujourd'hui Patrick Prugnot, qui est président d'Ulysse Nardin et CIO, CIO et président d'Ulysse Nardin et de Gérard Perregaux. Il nous fait le plaisir de partager avec nous ce moment. On va faire ensemble 20 minutes et puis voilà, au fur et à mesure des questions, moi, je me permettrai de lire et on fera un peu au feeling. Donc, peut-être, Valérie, est-ce que tu peux passer à la deuxième slide? Alors, voilà, les petites règles de bienséance que vous connaissez déjà tous et toutes, c'est déjà le micro coupé. Donc, au niveau des micros coupés, voilà, c'est ne pas mettre de son parasite, dit-il. Après, mettre de la bienveillance donc, dans vos commentaires, parce que le but du jeu, c'est qu'on est là pour s'apporter du positif, de l'inspiration, des good vibes. Les commentaires sont vraiment les bienvenus, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à parler de ce que vous souhaitez. C'est très important. Indiquez votre nom. Il est arrivé sur ce réseau et bien souvent qu'on puisse créer des nouveaux contacts, se voir. On est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à sortir de l'anonymat et mettre votre vidéo et indiquer votre nom. Valérie, troisième slide. Slacks. Moi, on a un peu changé aujourd'hui. L'idée, c'est de vous donner un peu des chiffres clés sur JobWatch. Alors aujourd'hui, il y a plus de 70% des employés du monde horloger qui sont sur JobWatch. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un lieu, c'est un peu the place to be de la microtechnique et de l'horlogerie. On a plus de 48 000 candidats. Donc la différence qu'on a avec d'autres job boards, c'est qu'on vérifie tous nos candidats et candidates. Donc, ça nous permet de vérifier tous les CV. Il y a des personnes qui sont là vraiment pour ça au sein de JobWatch. Donc, on a vraiment une équipe très compétente et un réseau très fort. On a aujourd'hui 375 offres d'emploi dans une large gamme de métiers, donc qui vont vraiment du polisseur, du régleur, donc des métiers qui sont de pointe avec des spécificités liées à l'industrie suisse et qui vont jusqu'au marketing et aux nouveaux métiers comme le community management, etc. On a 43 formations donc, sur des développements personnels en passant par l'horlogerie, etc. Et puis, il y a aujourd'hui 499, alors on n'est pas aux 500 visiblement, mais on a 499 entreprises, on est précis chez JobWeb, qui nous font confiance pour leur recherche de personnel. Donc ça, c'est très fort. Slings, slide d'après. Je vous invite vraiment à rester connectés sur nos réseaux sociaux. On est très, très, très actifs avec aujourd'hui une communauté de 16 000 personnes. Donc, merci, merci, merci. On est 16 000 personnes sur LinkedIn. Vraiment, moi, je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à rentrer en contact avec moi. Il y a Valérie aussi, il y a Benoît qui est aussi là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer. On est aussi présent sur Facebook un peu et Instagram un peu plus. Mais notre réseau aujourd'hui, c'est l'emploi et donc LinkedIn. Slacks. Eh ben, on arrive sur toi, Patrick. Aujourd'hui, Patrick, moi, je vais faire un bref résumé de ta vie et ta carrière qui est assez impressionnante et très puissante au niveau de ce qu'on a fait. Alors, on a commencé à travailler ensemble en 2005. Voilà, tu étais Areas Sales Manager chez Tag Heuer. Moi, j'étais encore stagiaire. Tu es passé, tu as fait directeur commercial chez Tag Heuer. Et puis après, enfin, tu me raconteras peut-être ça plus précisément après, mais je sais, tu es allé chez Apple, donc à San Francisco. Et puis en 2017, si je ne me trompe pas, tu as été CEO de Ulysse Nardin et puis après Gérard Perregaux pour arriver finalement super CEO président de Swiss Watchmaking Kering, du groupe Kering. Donc, un gros parcours. Est-ce que tu arrives peut-être à nous en dire plus sur un peu cette traversée et moi, j'ai envie de dire un peu cet élan, quoi. Parce que vraiment, comment tu as fait pour aujourd'hui avoir cet élan-là? D'abord, bonjour à tous, merci de ton invitation. Et, je suis ravi d'être là, ravi aussi de répondre à vos questions un peu plus tard.
Écoute, c'est assez simple. D'abord, j'ai eu la chance de travailler pour des belles maisons. C'était le cas par le passé avant d'être ici, puisqu'on parle de carrière et de job aujourd'hui. Avant d'être chez Kering et puis dans les groupes et dans les marques pour lesquelles j'ai travaillé avant. Et finalement, il y a quand même une ligne directrice dans le temps. J'ai eu la chance de travailler à la fois dans l'horlogerie, mais avant l'horlogerie, dans des marques où il y a un niveau de passion qui est super important et où il y a une dimension humaine qui est très forte. Voilà. Et c'est toujours le cas maintenant, avec différents types, évidemment, de produits et de catégories de prix. Dans ma vie précédente, avant l'horlogerie, j'ai travaillé dans les biens de consommation. Mais même ça, c'est des biens de consommation avec un côté premium et avec des marques très fortes dans les alcools notamment et la bière. Voilà. Et, et puis ça fait un petit moment maintenant que, en effet, depuis 2005, depuis le moment où on s'est rencontrés, que je passe beaucoup de temps, notamment moi, mon karma, c'est la chaux de fond. C'est la chaux de fond et le locle dans l'horlogerie. J'ai fait un court passage, comme tu as souligné, chez Apple en Californie, et puis après en Angleterre aussi pour Apple. Mais finalement, je suis un homme heureux à la chaux de fond. Là, aujourd'hui, je vous parle de mon bureau à la chaux de fond. C'est un temps de malade. Je crois que beaucoup de personnes le, le, le remarquent. Et, et puis, finalement, les autres aspects importants, l'opportunité de travailler dans des belles marques avec des personnes incroyables, à la fois dans des équipes que j'ai eues. Quand on s'est rencontrés, j'avais pas d'équipe. Et aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec plein de gens passionnants. Et puis aussi pour des boss, j'ai eu la chance d'avoir des boss inspirants et dont j'ai appris. Voilà. Et puis on apprend aussi de nos pairs. C'est très intéressant parce que on est dans un écosystème à la fois horloger mais hors horloger qui permet de s'exposer à beaucoup de choses. Et je crois qu'aujourd'hui c'est primordial dans cet environnement à la fois pour nous en tant qu'individus et puis comme pas mal de monde qui sont aujourd'hui cette présentation en fait. Euh, on passe aussi pas mal de temps au boulot, donc il faut que ça soit une source d'enrichissement. Pour moi, c'est une source d'enrichissement et d'épanouissement, et il faut du coup aller chercher, s'ouvrir. Puis il y a un niveau de transformation qui a jamais été aussi rapide que maintenant. Des responsabilités. Je crois que pour nous tous, hein, toutes les personnes qui bossent en ce moment dans l'horlogerie ou même dans d'autres mondes, la crise du Covid aura été une expérience. Moi, j'ai souvent pensé que c'était un honneur d'être à des fonctions, notamment managériales, pendant cette crise. Parce que ça nous force à réagir, à penser d'une façon différente. Et je crois que du coup, il n'y avait pas de mode autopilote. Et il n'y a pas de mode pilotage automatique. Et ça, c'est probablement ce qui est le plus excitant. Et être dans un boulot et ne pas être en mode pilotage automatique, c'est ce qui est le plus génial. Voilà. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que le Covid a complètement changé notre mode de fonctionnement, on nous a obligés à nous transformer. Et moi, ce que je vois dans ta carrière, c'est vraiment, déjà, moi, c'est vrai que quand je suis rentré chez Tag Heuer, il y avait cet esprit startup. Et puis moi, aujourd'hui, je vois un peu cet esprit startup. Je le vois beaucoup même chez Ulysse Nardin, chez Gérard Périgot. On voit que vraiment, il y a un nouveau dynamisme. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur cet esprit, justement, d'entrepreneuriat Écoute, c'est ce qu'on essaye de promouvoir. Après, tu sais, c'est un lieu commun. Tout le monde veut dire qu'il a un esprit start-up. Après, entre évidemment ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours une différence. Mais je vais le formuler un peu différemment. Je crois que le plus important pour des personnes qui viennent travailler ici, ce qu'on voudrait aussi, et après, il peut y avoir un décalage entre la réalité et la perception, mais en fait, euh, c'est de permettre une intelligence collective. C'est un endroit où on essaye de promouvoir l'intelligence collective, aussi un environnement où il y a un ego raisonnable, voire faible. Je commence par raisonnable avant de dire faible, parce qu'en fait, vraiment plus que jamais, c'est qui marque le but a assez peu d'importance. Ça, c'est le goal, ça, c'est l'objectif ultime. C'est d'arriver vraiment à se détacher. Ce qui est important, c'est que collectivement, on marque les buts. Et je pense, moi, beaucoup à ça. Je crois énormément à ça parce que je crois que c'est une source d'efficacité. Et puis, essayer d'entretenir un mélange, tu sais, dans le luxe de façon générale et dans l'horlogerie en particulier, on a parfois une confusion entre la partie créative, qui a une dimension très importante, et on se dit que
finalement, à avoir une approche analytique des choses, on peut tuer un peu la créativité. Moi, je crois pas. Je crois qu'il faut les deux. Et que justement, en ayant une approche qui est avec peu d'ego, en fait, tu te détaches et tu essayes de voir les choses telles qu'elles sont. Par exemple, une des cultures, je pense, qu'on a dans l'entreprise, mais rien n'est acquis, il faut toujours se battre pour ça, c'est la culture du post-mortem. J'ai une action à tout niveau, hein. Comment j'ai une action et comment on est capable de l'auto-analyser a posteriori et de se dire, tiens, ça on l'a fait, ça on l'a bien fait, ça on l'a merdé, la prochaine fois on va le faire différemment, etc. Et vraiment, c'est pour ça que le détacher de l'individu en se disant, c'est collectif. On se dit, il y a tel truc, celui-là, tiens, on peut le réussir mieux. Et on se pose tout le temps la question, on le fait pratiquement. Je trouve que c'est une très bonne gymnastique à avoir en interne. Voilà. Et ça, c'est peut-être des éléments dont tu parles de l'état d'esprit startup. En fait, startup, ce qui les caractérise, en partie notamment, c'est que souvent, ils commencent avec un business model et puis ils ont cette notion de pivot. Tu pivotes sur un autre truc, jusqu'à atteindre une forme de perfection. Quand tu es dans notre monde, le business model, il pivote pas. Mais il y a des choses que tu peux faire en interne qui pivotent, mais tu peux pivoter à 1%. Mais 1%, c'est déjà beaucoup pour des marques qui ont, les deux marques combinées, ont 400 ans d'histoire. Et donc, moi, je trouve très intéressant ce que tu dis. Et j'ai envie de rajouter aussi j'ai l'impression, quand je vois Ulysse Nardin et Gérard Périgaud, aussi d'un sens de la liberté. C'est-à-dire qu'il y a de l'audace. Et en fait, il y a de l'audace dans la proposition. Et est-ce que tu arrives à nous dire un peu plus, parce que je vois d'autres marques qui sont plutôt sur de l'intemporel. Quand je vois Ulysse Nardin, les nouvelles pièces que vous sortez qui sont vraiment audacieuses, est-ce que c'est quelque chose qu'on revoit dans vos ressources humaines aussi? Alors, oui, de toute façon, c'est indispensable. Sinon, on n'arriverait pas à le faire. En fait, tu sais, il m'arrive, quand je parle à certains candidats, de leur dire je ne peux pas vous promettre le succès ici, ni individuellement, ni collectivement. Évidemment, on travaille tous dans cette direction. En revanche, l'autonomie, l'initiative, une forme de liberté. Et évidemment, la liberté doit être dans un cadre. Mais moi, tu sais, ce qui m'angoisse le plus, c'est de me dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui a une idée géniale et qui travaille déjà dans l'entreprise et que cette personne, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, ne l'a pas exprimé ou qu'on l'a pas écouté. Et c'est sûr que ça arrive. C'est sûr. En revanche, il faut essayer de créer un climat où ces idées-là puissent ressortir. Et derrière l'idée, c'est l'exécution. Après, les arbitrages qu'on va avoir à faire, tu vois, ça va être très intéressant. Aujourd'hui, on est dans une phase aussi différente de la vie de l'entreprise et des marques, avec une dynamique qui est vraiment intéressante. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une dynamique d'arbitrage entre des super idées. Il y a quelques années, on était surtout dans l'encouragement de la créativité. Aujourd'hui, on l'est toujours et maintenant, on doit se dire, OK, maintenant, on a 30 trucs qui sont top, qui vont de l'initiative dans la partie manufacture, de systèmes, de process à mettre en place, à évidemment des produits, évidemment de la communication, une approche commerciale. Des idées, on en a plein, et après se dire, OK, laquelle on va choisir ensemble en se disant, celle-là, elle vaut le coup d'être mise en place, maintenant. Donc, pour nous, c'est vraiment une notion, cette dimension culturelle est très forte. Je dois aussi remettre un élément important. On appartient à un groupe, le groupe Kering, qui permet aussi ce niveau d'autonomie. C'est philosophiquement aussi une approche du groupe Kering d'encourager la créativité et d'encourager cette autonomie. On a beaucoup de chance d'appartenir à un groupe qui a à la fois des valeurs humaines claires et qui, d'un autre côté, permet de faire ça. Et à nous, maintenant, de travailler en permanence pour justement le développer plus, le faire ressortir. Puis, cette agilité, elle est indispensable. On est dans un environnement ultra concurrentiel. Et comment est-ce qu'on peut mieux faire? On peut mieux faire à chaque fois en étant soit plus rapide, soit plus malin. Et l'industrie horlogère, pour ça, est géniale parce qu'elle a démontré à chaque décennie, dans les années 2000, dans les années 2010, et j'espère maintenant dans les années 2020 aussi, que des acteurs de taille moyenne ou petite peuvent devenir des énormes succès. Je parle même pas du côté, évidemment, il y a un côté business qui est super, mais de faire triompher des idées et une vision. Et pour ça, il faut vraiment, faut lâcher les chevaux et permettre cette agilité. Alors, en parlant d'agilité, j'ai une question de Tyron Vogt qui dit merci Patrick de prendre le temps de parler avec nous. Actuellement, je suis dans l'équipe qui aide Philippe Morris International à justement pivoter, à adapter des méthodologies de start-up, Lean Startup, Agile et Design Thinking.
Est-ce que c'est des choses que vous faites, vous, en interne? Est-ce que tu arrives peut-être à rentrer plus dans les détails par rapport à, sans nous dire évidemment les secrets de fabrication, mais Ouais. comment tu arrives à créer un climat de création finalement dans vos entreprises? Alors, c'est trouver cet équilibre. Tu vois, par exemple, c'est une très bonne question et c'est marrant le design thinking. Juste avant de rentrer chez Ulysse Nardin, je venais de quitter Apple et je me suis fait un petit cadeau et je suis parti dans une université américaine. Je suis parti quelques mois à Stanford et j'arrivais chez Ulysse Nardin et je suis allé voir une des meilleures boîtes au monde en termes de design thinking pour m'en imprégner parce que j'avais besoin d'apprendre aussi. Et c'est là où j'ai découvert la puissance de cette approche design qui n'est pas. Les gens croient souvent que le design c'est un dessin, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. C'est une philosophie, une approche. Voilà. Je pense que pour répondre à la question, c'est un mélange entre. Nous, on doit toujours arbitrer entre l'informel et la rapidité. D'ailleurs, on n'a rien inventé. Hein. Chez Ulysse Nardin en particulier, il y avait une culture, et qui date, je pense, de l'ancien propriétaire Rolf Schneider, qui avait une culture très forte de l'innovation, niveau de passion, d'engagement, etc. Et ça se mesure et tu le sens dans les équipes. On le sentait dans les équipes. Chez Gérard Perregaux, c'était différent, mais il y avait un niveau de passion très fort, mais c'était différent. Mais chez UN, il y avait vraiment cette volonté de on y va, on pousse les murs en permanence. Et en fait, nous, on essaye en permanence de trouver l'arbitrage entre j'ai un process. Donc, le process, ça veut dire, si on parle du produit, on s'assoit tous ensemble. On s'assoit entre les gens du produit, entre les gens de la manufacture, entre les commerciaux. Et d'un autre côté, je passe outre le process. Mais il faut le soutien, il faut ce forum. Et dans le forum, après, il faut essayer de libérer les énergies et en dehors du forum aussi. Il faut toujours avoir les deux. Nous, on est des petites boîtes. Enfin, on a une taille moyenne par rapport à petite boîte parce que j'étais en train de penser à mon expérience chez Apple. Souvent, les gens se disent ah Apple, startup, ça n'a rien à voir d'une startup, c'est une des plus grandes boîtes au monde, mais qui a cette capacité. Pour le coup, c'est une des choses que j'y ai appris, c'est que c'est une capacité à révéler, à permettre aux talents de s'exprimer avec liberté quand même. Tu peux être dans une grande structure et avoir des process et en même temps permettre cette liberté-là. Les deux sont pas antinomiques. C'est génial de pouvoir faire ça. C'est intéressant aussi de voir que Ulysse Nardin et aujourd'hui Gérard Perregaux, c'est deux univers un peu différents. Enfin, c'est même pour moi carrément différent. Comment tu arrives à switcher? Est-ce que déjà tu arrives à nous dire les différences de culture d'entreprise qu'il y a entre les deux marques et finalement les points communs? Et puis finalement, comment toi tu arrives à switcher de l'un à l'autre? Ouais. Alors, on a limité. Alors, bonne question. Tiens, je voyais une question de Pedro, Idéo. J'ai rencontré Idéo. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Mais c'est une belle référence. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde. Il y a des bouquins. Il y a un bouquin qui a été écrit par le fondateur d'Idéo. C'est une lecture facile, sympa et qui est éclairante. Voilà. Donc, écoute, en fait, il y a deux cultures très différentes entre les deux marques. Et c'est super comme ça. Au contraire, il faut entretenir pour nous, enfin moi, dans mon rôle, c'est d'encourager et d'entretenir ces cultures et cette approche différente. Les équipes sont différentes. Les équipes produits, contrairement à certains mythes, en fait, à des équipes développement différentes, des équipes produits différentes, des équipes et elles sont, mine de rien, d'une forme de concurrence et en même temps de collaboration. Elles ne partagent pas leur plan produit, elles ne partagent pas leur vision commerciale. Elles sont complètement indépendantes et c'est volontaire parce que, au contraire, je pense que la concurrence n'est pas entre ces deux marques. La concurrence, c'est à l'intérieur on est en concurrence avec 20 ou 30 autres marques. Donc, ce qui compte, c'est justement que chacun s'alimente différemment et entretienne sa propre culture. Et puis, après, il y a quelques personnes schizophrènes dans la boîte, dont moi, qui, en plus de ces deux cultures, devront aussi faire en sorte qu'il y ait un tronc commun, une mutualisation de certaines compétences qui puissent servir aux deux. Et en fait, d'une certaine façon, on est au service des deux marques.
Alors justement, parlons des compétences. Qu'est-ce qui est, bon, on a vu des savoir-être, la créativité, le sens du collectif, l'audace, mais en même temps le respect des process. Concrètement, aujourd'hui, quels sont les jobs que vous recherchez? Quels sont les talents les plus recherchés aujourd'hui dans votre groupe et dans les deux marques? Écoute, de toutes sortes, et ça va dépendre de beaucoup d'agendas. Parfois, c'est un agenda de croissance, donc on a besoin de se muscler dans certains domaines. Parfois, c'est un remplacement. Donc, c'est variable. C'est une multitude de talents, en fait, dont on a besoin. Euh, on a la chance, je trouve, hein, d'avoir un environnement ici, entre la Chaux-de-Fonds et le Locle. Nous, on est ancrés. On a vraiment les pieds dans cette vallée et on a des personnes à la fois, on est ravis. Moi, j'essaye toujours de penser à un équilibre, avoir vraiment des personnes locales et très locales, on va dire du canton. On a aussi des personnes qui viennent un peu de l'extérieur. On a certaines personnes qui viennent de Lausanne pour certains postes. Voilà. Et, mais d'avoir cet ancrage, c'est très fort et à différents types. Donc, pour répondre à ta question, c'est tout type de fonction, en fait. On peut avoir des besoins en marketing. En fait, c'est plutôt un état d'esprit. J'ai envie de te dire, travailler ici, j'ai envie de tu vois, il y a des gens, parce qu'il faut, là, je suis en train de vous décrire le monde des bisounours et de vous dire que c'est bien, mais il y a aussi des échecs. Heureusement, on en a peu, mais il y a aussi des échecs d'intégration. Il y a des personnes où voilà, on a appris aussi. On apprend parce que notre culture, on a une culture commune, chapeau, hein, comme un ombrelle qui est au-dessus finalement des deux marques et des fonctions mutualisées. Et après, on a des cultures propres. Et on sait que dans cet environnement, il y a des personnes qui sont heureuses et d'autres qui s'épanouissent moins. Heureusement, c'est peu de cas, mais ça peut arriver. Par exemple, je peux te parler tu vois, il m'arrive souvent de poser une question en entretien en disant qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe pas bien pour vous ici euh, et au-delà de, bah, je sais pas, je m'entends pas avec mon chef ou je sais pas, je suis pas heureux ou ce que vous me racontez, c'est pas la vérité ou j'en sais rien. J'espère qu'on a très peu de cas comme ça. Le, En fait, ce qui se passe souvent, c'est ici des personnes qui ont besoin d'une structure très établie ou qui sont plutôt dans la gestion que le développement sont moins heureuses. C'est pas vraiment un environnement pour elles. Évidemment, il faut de la rigueur et en même temps, il faut se dire qu'on travaille toujours sur finalement des changements structurels en même temps qu'on fait le boulot au quotidien. Et il y a une partie excitation qui est forte, donc c'est pas un environnement pour tout le monde. Et après, évidemment, c'est différent selon les fonctions. Ouais. Et alors, justement, j'ai une question intéressante d'Oro Emmanuel qui dit: Je vous remercie pour votre intervention. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui et quels sont les enjeux à venir pour GP et Ulysse Nardin? Euh, Qu'est-ce qui me fait le plus peur? En fait, je suis assez serein sur l'avenir des deux marques. Je pense qu'il faut avoir une vision long terme et je crois on l'a et l'actionnaire nous a permis de l'avoir. On a fait des investissements en fait majeurs qui n'ont pas été vus par tout le monde, mais qui ont été majeurs l'an dernier en pleine crise de Covid et encore cette année. Et donc c'est très bon signe pour l'avenir. On apprend aussi, on s'inspire d'autres. Donc ça m'inquiète pas. Non, ce qui pourrait m'inquiéter, je suis pas du tout inquiet par l'obsolescence soi-disant de nos produits, du produit horloger en général. Je pense au contraire, l'avenir, il y a un avenir incroyable pour l'industrie horlogère. Euh, non, ce qui peut me faire peur, c'est un Covid sévère de nouveau, une crise majeure, hein, une crise économique. C'est plutôt un environnement macroéconomique qui pourrait être amené à changer. Ça peut être ça peut être une menace. Voilà, ça c'est la principale, la principale enjeu. Et l'enjeu général pour répondre à Emmanuel sur les prochaines années, il est clairement, on a une stratégie, un ton une façon de bosser, à la fois en interne et de s'exprimer en externe, et c'est de tenir le cap. Et on tient le cap et c'est sur le long terme. Les marques qui cartonnent dans cette industrie ont souvent une forme d'autonomie élevée, parfois d'indépendance, et ont une vision long terme. Alors justement, si je puis me permettre sur l'idée d'enjeu et de projet, j'ai vu aussi que vous avez eu un nouveau partenariat avec Aston Martin, si je ne me trompe pas. Euh, Ouais.
C'est bien ça. Ouais. Quels ont été est-ce que le Covid vous a permis de créer de nouveaux projets, une nouvelle direction? Oui, 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 et puis d'accélérer sur beaucoup de choses. Y compris d'ailleurs même sur les ressources humaines. Je vais vous raconter une histoire marrante. En janvier 2020, on s'est réunis entre nous, on a eu une discussion assez longue sur l'avenir du télétravail. Mhm. Et la conclusion de cette réunion a été, on va pas en faire. C'est pour te dire comme on est progressiste. Hein. Mais je suis sérieux. Non, non, on s'est posé la question, on s'est dit, à ce stade, pour les boîtes, Ok, on pense qu'on a plus intérêt à être souvent ensemble. ok. Et autant te dire que 6 mois plus tard, on s'est assis de nouveau, a dit, on va faire différemment. Et alors, du Mais coup, ouais, alors, du coup, on a vous déjà êtes maintenant, hybride. ouais, on est hybride et on a un bon système et c'est très bien comme ça. Et c'est parfait d'ailleurs. Donc, tu vois, on apprend aussi. Des fois, on fait des choix qui sont pas les meilleurs et on est capable d'évoluer là-dessus. Et il y a ça. Puis après, bon, évidemment, là, il y a une multitude de choses que le ou la Covid a amené en fait et d'opportunités. Je crois qu'il y a une question de Nicolas Déon. Oui. Quelqu'un a dit bonne question, mais je l'ai pas vu la question. Alors, je la lis. Il y a une année quasiment, jour pour jour, GP et UN licenciaient le quart de ses employés. Comment un C'est juste. CEO hors norme parvient-il à remotiver les troupes restantes? Comment vit-il une expérience a priori si difficile à prendre? Oui, absolument. Bah, merci Nicolas pour la question. En effet, c'est une réalité. L'an dernier, euh, on a malheureusement dû prendre une décision pour être, en fait, on a dû prendre une décision pour être calibré à notre taille de business, en sachant qu'on allait remonter. On savait qu'on allait remonter, mais on avait besoin de recréer du plein emploi très rapidement. Et on pouvait pas. C'était même pas. C'était correct pour personne, pour les gens qui restent, mais c'était nécessaire de se redimensionner et de le faire. Et on a essayé de le faire le mieux possible. Je pense qu'on a eu d'ailleurs à travailler étroitement avec les syndicats et c'était un travail très constructif. Et en fait, comment on a remotivé? Nous tous, hein, ça nous a pas fait, évidemment, ça a été un moment difficile pour l'ensemble de la boîte. Mais je dois dire qu'en informant, en expliquant, en ayant dans le maximum, au maximum, un discours de vérité, on a pu, et d'authenticité, qui sont aussi des valeurs du groupe, on a pu, je crois, relativement rapidement remotiver. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en quelques semaines, on était au plein emploi et là, on est au taquet. Donc, en fait, c'est malheureusement le type de décision qu'il faut prendre parfois et qui était nécessaire dans ce cas-là. Et il fallait aussi en sortir. La vie, enfin, moi, je le vis aussi de manière personnelle. Des fois, je pense que dans la vie, pour avancer, il faut savoir parfois aussi lâcher prise et il faut aussi se réinventer et mettre un peu, voilà, parfois lâcher un peu des bagages et malheureusement parfois aussi permettre à d'autres personnes de recréer d'autres histoires. Et là, on recrute. D'ailleurs, certaines des personnes qui sont parties il y a un an, on a fait des recrutements. On Et s'était oui. engagé à ce que les premiers partis seraient les premiers appelés et on a recruté certaines des personnes qu'ils avaient quittées dès que notre charge est remontée et ça s'est passé cette année. Je te remercie en tout cas de mettre ça sur le tapis et de manière authentique. Osman Boulaki nous écrit dans une vision long terme. Quelle stratégie adoptez-vous pour vous faire connaître auprès des nouvelles générations? Depuis que vous êtes chez Kering, avez-vous observé un changement dans votre clientèle à ce niveau-là? Non, ce qu'on observe, c'est clairement, il y a quelques années, tout le monde parlait de ce serpent de mer, des millénials, etc. Et puis ils vont venir, mais en fait, c'est pas, ils vont venir, hein, ils sont absolument là. En fait, il y a plus de questions. Donc, il y a une accélération en général dans le luxe, en particulier dans l'horlogerie et en particulier pour nos marques. On le remarque, hein, on a gagné 10 ans d'âge moyen de clientèle en seulement 2-3 ans hein, sur certaines marques. Il y a des pays, notamment en Asie, on voit des clientèles, on voit énormément de clients entre 25 et 32-35 ans. Donc, ça y est là, c'est là. Et en fait, la pertinence. La réponse à cette question, c'est la pertinence, c'est-à-dire avoir des produits hyper excitants, innovants, expliqués, être authentiques et derrière, être vraiment croire dans le truc. Ces consommateurs-là veulent être excités, mais ils sont aussi curieux, ils sont éduqués, ils ont envie de s'éduquer à différents niveaux. C'est pas un collectionneur de 60 ans qui a déjà 20 montres, mais ils ont envie de découvrir et nous, on a plein de choses à leur amener avec une marque qui a 175 ans et l'autre de 130 ans.
Et puis, si je prends un peu l'exemple de Gérard Périgaud, la Laureato, qui est quand même assez mythique, Ouais, le renouveau de l'esprit vintage, c'est top. ouais. Et tu Euh, vois, la continuité, tu parles de Lorato, et quand je parle de continuité, le relancement de la Lorato, je le dois à mon prédécesseur chez Gérard Pinago. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut travailler dans le long terme et dans la continuité de l'équipe d'avant, et puis amener aussi notre pierre à l'édifice. Mais aujourd'hui, on a une accélération incroyable sur la Lorato, et c'est le fruit d'un travail à long terme. alors, il y a une question de Pascal Savoie qui nous dit pensez-vous que les marques horlogères peuvent survivre ou grandir sans la Chine et Hong Kong? Bah, je vois pas pourquoi elle le ferait. En fait, il n'y a pas de raison d'exclure la Chine et Hong Kong. Mais je vais répondre différemment à la question. C'est quand même c'est une question intéressante. Euh, je vois encore un énorme potentiel aux US. Aux US en ce moment, il y a un environnement qui est vraiment favorable, et il y a plein de personnes qui découvrent l'horlogerie. Et donc, quand je dis découvrir l'horlogerie, c'est ce changement parfois qui s'opère, qu'on connaît dans certains pays européens, qu'on connaît en Asie, où une personne finalement avait une montre et avant elle l'a gardée pour 20 ans ou plus. Et maintenant, se dit au bout de 3-4 ans, tiens, c'est cool, j'ai envie de, soit mes moyens ont augmenté, soit j'ai envie d'une vision différente de l'horlogerie. Tu vois, nous, on voit pas mal de personnes venir vers nos marques, en particulier Ulysse, et qui viennent d'une horlogerie, de la haute horlogerie, du monde de la manufacture, mais classique, Mhm. et qui se disent, tiens, je vais aller voir ce que Ulysse me raconte. Et Ulysse Nardin raconte en fait une histoire plus contemporaine de la haute horlogerie et du monde de la manufacture, par exemple. Et au niveau justement de la Chine aussi, il y avait aussi une certaine trend de la sous-traitance horlogère aussi. Est-ce qu'on peut en parler? Euh, Quelle est votre position par rapport à ça, par rapport à la Chine, etc. Ah, bah nous, on est très très, enfin on n'est pas, je dirais qu'on n'est pas concerné. Donc, on est, parce que on est dans un segment de haute horlogerie qui est, voilà, nous on est notre propre producteur. Donc il faut voir, hein, Ulysse Nardin, Gérard Perregaux, c'est, euh, chaque marque a plus d'une quinzaine de mouvements de base, et après des variations là-dessus. Il y a pratiquement 40 à 45 mouvements par marque, et pas de mouvement commun. Donc, tu sais, il faut voir qu'on est capable de produire 90, 100 mouvements, en fait, aujourd'hui, et on est quasi 100% manufacture. On est 100% sur GP, et on est à plus de 90, 95% sur UN. Donc, en fait, on n'est pas vraiment concerné. Et nous, et c'est pour ça que euh, la, la montre de luxe, c'est génial, parce que c'est probablement l'objet de luxe le plus durable qui soit. Nous, quand on va acheter quelque chose, on va l'acheter souvent dans un rayon de 30 à 50 km autour de chez nous. Donc tu vois, là, par exemple, je porte une Gérard Perregaux avec une boîte en saphir. C'était Elle a, elle qui te portait. on ne, on ne fait pas cette boîte en saphir. Ça requiert une expertise qu'on n'a pas du tout, mais on l'a achetée de l'autre côté de la rue, au Créteil, à la Chaux-de-Fonds, et Mhm. avec des super partenaires. Donc, c'est ça, c'est la réalité. Donc, vous êtes Swiss Made 100%. Ouais, ouais. Ah, Alors là, il y presque. a une question. Vous portez quoi au poignet? Donc, c'est bien une Voilà, GP. c'était C'est celle-là. confirmé. Voilà. Il lit d'un C'est la défoncé Casa. là. Donc, La il y a Casa. TBZ avec qui tu as des. J'ai une question de Valérie Mination qui dit comment l'évolution vers le sustainable est-elle mise en place sur la partie watch au sein de Kering et qui est un précurseur sur le sujet en mode? Ouais, absolument. Alors, pour nous, c'est très fort. D'abord, on a un compte de résultats environnemental. Toutes les marques l'ont à l'intérieur de Kering, qui nous permet de suivre d'année en année nos progrès en termes d'empreinte, en développement durable. C'est quelque chose qui est public, mais évidemment, on ne le met pas en avant. Et après, on a une somme d'initiatives sur les deux marques, mais en particulier chez UN, qui vont de l'upcycling, l'utilisation de matériaux, puis faire aussi notre boulot en interne. Les voitures, maintenant, on a quelques voitures de collaborateurs, bah, c'est l'hybride. Enfin, il y a une somme d'initiatives pour être cohérent avec notre message. D'autant plus que Lys Nardin a aussi un message qui est pas seulement l'utilisation de matériaux, mais innovation, engagement, soutien d'initiatives. Notamment, on est très, d'une certaine façon, Ulysse Nardin et les requins, c'est l'histoire d'amour de l'horlogerie. Et dans la protection des requins, c'est un de nos engagements. Et lutte contre les plastiques. Alors, du coup, on a une autre question de Mehdi qui dit quelle est l'empreinte carbone d'une montre Ulysse Nardin ou Gérard Périgaud? Faible.
très faible. Et en fait, mais bonne question. Et en fait, tu te rends compte que quand tu l'analyses, cette empreinte carbone vient beaucoup plus des fonctions annexes, c'est-à-dire des efforts qu'on doit faire commerciaux ou marketing pour en parler, plutôt que de la production de la montre elle-même. Et on travaille aussi là-dessus. C'est-à-dire que là, on fait un travail de fond là-dessus. Je crois qu'il y a une question, Baselworld, les salons. Alors, pensez-vous que l'éclatement des salons horlogers depuis quelques années soit une bonne vision ou serait-il souhaitable d'avoir un retour d'un fort salon horloger en Suisse, un retour d'un Baselworld? D'abord, il va y avoir un très beau salon l'année prochaine auquel on participera, qui va s'appeler Watches and Wonders et qui est à Genève, et qui quand même va donner le là à l'industrie. Après, je pense qu'il y a des moyens de s'exprimer. Nous, on est très fiers d'appartenir à ça, à la FHH, mais il y a des moyens de s'exprimer pour les marques qui peuvent être différents à différents moments et selon les années. Je crois qu'il y a un mélange d'agilité. Pareil, il faut une certaine agilité entre une présence physique qui est parfois nécessaire et parfois aussi du digital et parfois d'aller voir nos clients. Enfin, je pense pour toutes les marques, c'est vrai. Et Tundi nous dit, est-ce que UN et GN pourraient envisager des montres connectées? Je ne vois pas vraiment l'intérêt pour nous. J'ai vu que d'autres horlogers l'ont fait. À partir du moment, je pense que nous, ce qui nous définit, c'est justement c'est l'excellence dans le mouvement. Et nous, on n'a pas vraiment ça. Et puis, il y a aussi un truc, le leader mondial est de très loin. Enfin, on n'a pas grand-chose à proposer par rapport à ce que peut proposer mon ancien employeur. Alors nous, on a plein d'autres choses à proposer en termes d'émotion, en termes de goût de l'artisanat et de technicité sur des mouvements. Alors maintenant, moi, je vais te poser une question aussi qui m'est chère, c'est sur tout ce qui est question de politique, de diversité et d'inclusion. Aujourd'hui, dans l'horlogerie, on voit quand même que c'est très masculin. On parle aujourd'hui d'égalité entre les hommes et les femmes, d'inclusion de tout type de personnes. Est-ce que tu arrives à nous dire des choses par rapport à ça? Quelles sont Ouais, d'abord, on adhère absolument aux valeurs du groupe Kering, où il y a un engagement fort en termes de diversité et inclusion. Et puis, je vais prendre un exemple très concret. Au comité de direction, il y a 40% de femmes déjà à l'intérieur de notre comité de direction. C'est tout simple. Ça n'a même pas été. Ça arrivait juste naturellement en fait. Et tu vois, on a la chance d'avoir plusieurs personnes à des fonctions clés dans l'entreprise qui sont des femmes, et notamment à des postes que tu retrouves pas toujours dans l'industrie horlogère. Je vais te donner un exemple très concret. Le patron du produit et du marketing chez Gérard Perregaux est une patronne. Et c'est une patronne de 31 ans. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, même la catégorisation et même, en fait, on s'en soucie même plus, en fait, parce que je crois on essaye d'être ultra ouvert, d'être comme on est. Je crois que c'est plutôt qui on est d'ailleurs. Et puis les choses se passent naturellement. Et là, je te parle juste du senior team, mais après, dans les niveaux en dessous, sont les départements, des départements 100% féminins. Donc, en fait, il y a un mélange et surtout, et à différents niveaux de responsabilité. Voilà. Après, il y a un environnement en encadrement dans la partie industrielle où on n'a pas encore assez de femmes. Et en même temps, on a beaucoup de compétences. Donc, on ne va pas remplacer des gens pour juste faire des… Mais, et on est très content comme ça, mais moi, je suis sûr que dans les années à venir aussi, on verra… finalement, j'espère que dans les années à venir, on se posera même plus cette question. En fait, le but ultime, c'est ça. Alors là, il est 40. Je suis assez précis sur l'heure, donc je pense qu'on va faire la dernière question. Il y a un commentaire qui est très long. Je vais passer à la deuxième, du coup. Allez-vous réaliser des collaborations en transversal avec d'autres univers du luxe, groupes et ou en extérieur horloger indépendant de niche? Donc, ouais, on a réalisé des collaborations. Au collab, on en a plein et on en a plein dans les tuyaux avec des trucs absolument géniaux. Après, ce qui est important sur une collab, c'est de ne pas… le héros, c'est la marque, c'est nous. C'est pas l'autre. C'est un mariage d'ego. Et ego AUX, cette fois-ci, à la fin.
Et donc, c'est vraiment. Donc, on en a. Donc, tu as cité Aston Martin, avec lequel on a un super partenariat avec Gérard Perregaux. On est vraiment dans l'aventure et la course au large avec Ulysse Nardin. On est partenaire, on a des ambassadeurs de marque. Enfin, on a une multitude en fait de collaborations qui ne font qu'enrichir le message. Il faut que ça soit pertinent et pas gratuit. Nous, on n'est pas dans le what's hot. On est dans la durée. Commentaires trop longs, c'est les miens? Non, non, non. C'est Ah, parce que je n'ai pas lu le commentaire de Jason, de Jason. Alors, du coup, je vais le lire. Alors, bonjour et vas-y. merci pour votre intervention. Étant spécialisé dans le marketing et les sales, je sens un immense potentiel de ce qui pourrait être un partenariat entre GP, des Balenciaga ou Yves Saint-Laurent, par exemple, avec des stratégies de communication et des distributions que vous pouvez vous permettre avec la puissance de frappe du groupe Kering. Une édition limitée pourrait attirer les jeunes, créer la demande d'une clientèle qui n'est pas forcément intéressée par la haute horlogerie aujourd'hui et avoir une valeur très intéressante sur le marché secondaire. Voilà, Jason. Je note, Jason, bien noté. Donc voilà. Et alors, on a le temps pour une petite question du coup. Fabrice, comment performe la vente en ligne pour les montres UN et GP? Bah, en général, la vente des montres en ligne directement par les manufactures, ça reste quand même anecdotique dans l'industrie horlogère par rapport aux autres canaux. Euh, et notamment, c'est assez en retard par rapport au monde du luxe. Après, tu as plusieurs études qui montrent que d'ici 2025, ça devrait être au moins 25 ou 30% du chiffre d'affaires des marques, en général dans le luxe. J'imagine que dans l'industrie horlogère, on ne devrait pas faire exception à ça dans le futur. Nous, c'est un peu particulier. Ça se passe bien, hein. Ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, on rencontre des gens parce qu'on leur parle et on rencontre des amateurs d'horlogerie qui n'ont pas le point de vente à côté ou qui aiment bien l'expérience online, etc. Mais je crois surtout, nous, comme on a une approche où on n'est pas, notre volonté, elle est vraiment de travailler main dans la main avec des partenaires multimarques. Et donc, on veut permettre à des personnes d'avoir une belle expérience en ligne. Mais moi, je suis ravi quand le consommateur, l'acheteur de montres, il va dans un point de vente. Surtout que maintenant, on a la chance de travailler avec les meilleurs détaillants au monde pour les deux marques. Bah, merci beaucoup, Patrick. Là, il est 43. Il y a d'autres questions, mais malheureusement, on va pas pouvoir continuer. Je te laisserai les lire parce que du coup, si tu en as Ouais, tout à l'heure, tu pourras y répondre. On aurait pu continuer encore longtemps comme ça. C'est vraiment un plaisir parce que je veux dire que tu joues vraiment le jeu de l'authenticité, du vrai. Et ça, c'est pas si courant que ça. Et c'est quelque chose qui est vraiment, moi, je trouve appréciable. Et c'est ce que peut-être a changé aussi le Covid, c'est-à-dire aussi cette proximité. Et ça, je te remercie beaucoup de nous le donner aujourd'hui. Donc, merci, merci. super. Et puis, Et merci merci à aussi. vous pour l'invitation et les questions. C'est super. Et moi, je remercie aussi ton équipe qui a été adorable avec moi, très simple, à ton image. Donc voilà, merci beaucoup. Moi, je voulais vous informer aussi que le replay sera disponible. Donc, on sera sur YouTube. Ça sera aussi sur notre page LinkedIn. Je voulais remercier toute l'équipe, hein, comme je vous l'ai dit, avec Valérie et Benoît. N'hésitez pas, encore une fois, à aller voir nos formations, ce que l'on propose, les offres d'emploi qui sont vraiment, je vous le dis, que vous trouverez nulle part ailleurs. Et puis, sachez qu'il y a un commentaire de satisfaction. Alors, ce commentaire de satisfaction, il n'est pas là pour nous mousser, il est là justement pour qu'on apprenne. Donc, n'hésitez pas à me faire des vrais commentaires, à nous faire des vrais commentaires si vous n'avez pas aimé, si vous avez trouvé ça boring ou au contraire génial. N'hésitez pas vraiment, vraiment, vraiment à nous dire la vérité. C'est grâce à ça qu'on progresse et c'est là-dedans qu'on fait les meilleures progressions, la meilleure version de soi-même. Voilà, moi je vous remercie vous parce qu'aujourd'hui on était 100, alors on descend un peu parce que là on sent que ça part, mais je vous remercie. Voilà, vous êtes toujours au rendez-vous et c'est vraiment chouette et vraiment merci encore. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit merci à la fin et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation de journée et puis à plus tard ou au revoir. Merci Patrick. À bientôt. À Merci. bientôt.